L'an prochain, c'est très bientôt, l'impôt sur la fortune va se transformer, vous le savez maintenant, en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. Ça concernera a priori tous les patrimoines immobiliers, tous les actifs immobiliers supérieurs donc à 1 300 000 €. Mais certaines astuces permettent de contourner et d'échapper, a priori en toute légalité bien sûr, à ce nouvel ISF. Jean-Jacques Manceau, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, auteur du blog My Little Money. Vous avez fait vos petits calculs. On a maintenant, j'ai vu, 150 000 foyers contre 350 000 avec l'ISF en ancienne version. Le nouvel ISF immobilier, c'est un ISF immobilier, va frapper 150 000 foyers en France. Comment est-ce qu'on fait pour y échapper ? Ah bah oui, effectivement, donc il y a déjà 200 000 Parce que tout est concerné, il y a l'immobilier, il y a l'immobilier en dur, il y a les SCPI, a priori tout est ça. dedans. En fait, la rente immobilière telle qu'elle est considérée un petit peu par Emmanuel Macron, c'était la promesse qu'il avait fait pendant sa campagne, c'était de taxer en fait tout le patrimoine immobilier. Donc on s'est longtemps posé la question de savoir ce qu'on mettait dans ce patrimoine immobilier. On met les immeubles, on met tout. Est-ce qu'on y met l'immobilier professionnel ou pas? Est-ce qu'on y met des droits immobiliers de type SCI, SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, les OPCI qui sont... A priori tout rentre dedans. A priori tout rentre dedans. Pas l'immobilier professionnel. Voilà, pas l'immobilier professionnel, mais ça ce n'était déjà pas le cas de l'ancien ISF. Donc en fait ne sortent de l'ISF que les autres biens qui ne sont pas de l'immobilier. Donc effectivement cet immobilier... le vrai enjeu pour les gens qui ont un gros patrimoine immobilier va en être dans... Gros ou même moyen. Gros ou moyen. Suffisamment en tout cas pour être taxé oui. à l'ISF plus que 1 300 000 €. Si vous dépassez 1,3 million d'euros, vous êtes taxé à partir de 800 000. Donc il y a un enjeu très important de ne pas dépasser et de sous-estimer, enfin pas de sous-estimer, de sous-valoriser. Non, on ne dit pas ça, Jean-Jacques. Non, on sous-valorise son patrimoine immobilier. Alors comment on peut faire? Eh bien, première astuce, alléger la durée de son crédit. Voilà, alors ça c'est l'astuce la plus simple finalement, c'est accessible à tous. Aujourd'hui les taux sont bas, donc on lit beaucoup dans la presse qu'il faut renégocier son prêt. Mais évidemment qu'il faut le renégocier, d'abord parce que les taux sont bas, ensuite parce que à partir du 1er janvier, on pourra aussi gagner beaucoup d'argent en renégociant son assurance emprunteur, mais surtout parce qu'il faut en allonger la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux à 20 ans ou les taux à 25 ans qui étaient un petit peu rédhibitoire il y a quelques années, aujourd'hui c'est très accessible. Qu'est-ce que ça change le fait d'allonger la durée de son emprunt? Eh bien, en fait, la valorisation de votre patrimoine se fait en fonction non pas de ce que vaut votre immeuble, mais de ce que vous avez payé de votre immeuble. Je prends un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Vous avez un immeuble qui vaut 2 millions d'euros. Vous empruntez 100% du capital sur 30 ans. La première année, la valorisation de l'immeuble, c'est 1/30 de 2 millions d'euros. La deuxième année, 2/30, ainsi de suite. Donc en réalité... Mais quand on emprunte sur 20 ou 30 ans, ça change quoi? Ça ne change rien, simplement, plus la valeur de votre patrimoine est importante, plus vous allez segmenter votre prêt. En fait, ça ne change rien, c'est juste d'étirer au maximum pour avoir le plus de mensualité encore à payer. C'est-à-dire que si vous avez notamment... Mais en quoi est-ce qu'on réduira sa cotisation d'IFI en faisant ça? Vous réduirez la valorisation de votre patrimoine. C'est-à-dire que votre immeuble vaut 1 million aujourd'hui, vous avez quasiment fini de le payer. Vous renégociez votre crédit sur 15 ans, donc vous mettez 15 ans supplémentaires de dispense de... Et comme ça, on réduit la base taxable. Vous réduisez la base taxable finalement, si vous refinancez votre immeuble sur 15 ans, vous allez réduire mécaniquement votre base taxable, puisque la première année, la base taxable, ce sera 1/15 du total. Bon, mais il y a le coût du crédit, il faut peut-être prendre en compte aussi le coût du crédit. Il y a le coût du crédit. Parce que les taux à 30 ans sont plus élevés que les taux à 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a le coût du crédit. Un prêt, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a des choses à calculer. Des coûts de frottement, comme on dit. Il y a des coûts de frottement. Mais globalement, sur du très gros patrimoine, ça peut valoir le coup. En tout cas, la bonne idée, c'est que si la personne hésite à renégocier, de toute manière, ce sera bon de renégocier. Allez, deuxième astuce, la vente à soi-même. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais... Ça, je trouve ça plus intéressant, déjà. Oui, c'est plus intéressant, mais c'est quand même plus compliqué. On explique le principe. Alors, le principe, vous avez un immeuble, vous êtes propriétaire d'un immeuble. Vous allez créer une SCI, une société civile immobilière. En quelque sorte, c'est une société où vous êtes l'unique actionnaire, où vous pouvez être actionnaire avec votre femme, ou avec vos enfants, ou avec votre famille. Et vous allez vendre votre immeuble à votre SCI. Vous allez vous faire une vente à vous-même. Et donc, la SCI va emprunter de l'argent pour vous acheter votre immeuble. C'est parce qu'elle emprunte que c'est intéressant. Voilà, c'est parce qu'elle emprunte que c'est intéressant. Parce qu'on met de la dette pour le coup. Voilà, et donc on bénéficie du phénomène. Donc soit on récupère du cash pour le coup.
on récupère du cash, on peut faire un emprunt assez long, et ainsi on baisse la valeur. De la même façon que ce qu'on disait tout à l'heure sur le... Mais le cash ne rentre pas dans l'ISF pour le coup? Le cash pour rentrer dans l'ISF, effectivement, oui. Alors après, il faut faire une mécanique, c'est-à-dire qu'il faut faire une construction. C'est généralement les CGP ou les notaires ou les avocats qui font ce genre de montage, parce que il faut justement bien calculer pour Mais si le cash qu'on a vendu à sa SCI va dans l'ISF et qu'on a un endettement, pour le coup, l'endettement vient se défalquer, non, l'endettement ne viendra pas se défalquer sur le cash qu'on a. Donc on reste au même niveau. Non, puisque en fait, l'immeuble appartient à la SCI. Ouais. Mais la SCI, vous pouvez en donner des parts à différentes personnes. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre, vous, votre femme, enfin, dans la SCI peuvent rentrer le nombre d'actionnaires que vous voulez. Donc après, le montage fonctionne de manière à ce qu'on puisse réduire. Par cette vente à soi-même, on peut à la fois donner du cash aux nouveaux actionnaires et en même temps, voilà, financer par le crédit. Ça reste... Objectivement, c'est quand même un petit peu compliqué, il faut quand même faire très attention et ça demande quand même d'avoir recours à un professionnel. Bon, troisième astuce pour contourner donc, le nouvel impôt sur la fortune, l'IFI, la location meublée, c'est pas dedans donc? Oui, alors il y a des noms, en fait, il y avait précédemment dans l'ISF, il y avait des niches fiscales. Elles existent toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez des forêts, des groupements viticoles, des biens professionnels, enfin des biens que vous confiez la gestion à des organismes professionnels, vous étiez exonéré. Il y a certainement un certain nombre de lobbies qui ont réussi à garder ces niches fiscales. Donc par exemple aujourd'hui, quand vous achetez une forêt ou un groupement foncier viticole, vous continuez à ne pas être taxable, de manière que, par exemple aujourd'hui, les œuvres d'art, l'art contemporain n'est pas non plus taxable dans l'ISF. Rien n'a changé. Ça va peut-être changer. Les loueurs en meublé professionnel, en gros, ça consiste alors on change de statut, c'est-à-dire qu'on devient un professionnel de l'immobilier et donc et on donne en gestion son bien à un organisme professionnel. Et donc du coup, alors ça se fait beaucoup, vous voyez, on en parle beaucoup au moment des sports d'hiver, ça se fait beaucoup sur les résidences de tourisme ou les résidences seniors. Et donc ça, ce bien immobilier-là ne rentrera pas dans l'assiette? Non, parce que là, ça devient du patrimoine professionnel et donc là, vous échappez à... Donc là, c'est pas mal ça, comme astuce. Oui, c'est pas mal, c'est aujourd'hui... Avec toutes les contraintes qu'il y a quand même associées à ce statut de loueur meublé. Oui, alors après, vous n'êtes pas à l'IFI, mais vous avez d'autres types d'imposition. Il n'y a pas de solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle. L'idée, c'est plus on est toujours dans l'idée d'optimiser. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'on ne va pas échapper à l'IFI si on a un patrimoine de 30 millions d'euros. Mais l'idée, c'est quand on est à la marge, quand on est sur les effets de seuil à 1,3 million, 1,350 million, alors là, peut-être qu'on peut légèrement optimisé pour passer en dessous. Voilà. Et il y a aussi, allez, dernière astuce, le démembrement. C'est un peu plus compliqué à expliquer. En quoi est-ce qu'en démembrant un bien, donc entre la nue propriété et l'usufruit, la nue propriété, c'est qu'on reste propriétaire, et l'usufruit, c'est qu'on utilise le bien. Donc on démembre un bien, et qu'est-ce que ça change en termes d'assiette taxable à l'ISF? En fait, le démembrement, c'est une technique classique de défiscalisation que tout le monde utilise depuis longtemps. Évidemment, le bien immobilier, bon, il a cette particularité-là, c'est qu'on a l'usus et le fructus, comme diraient les latinistes, l'usufruit et la nue propriété. On distingue les deux. Alors, ça veut dire que, eh bien, on va valoriser le fonds, quelque part un peu le fonds de commerce, on va valoriser la propriété et on va valoriser l'usage. Quand vous avez un bien, vous en êtes propriétaire, mais ce bien peut dégager des revenus. Par exemple, le loyer si vous avez un locataire. L'usufruitier qui en a l'usage, lui, il peut être ses enfants, qui peut être ses enfants, mais qui peut être aussi une société extérieure ou qui peut être n'importe qui. L'usufruitier, lui, il touche les loyers. Ouais. Vous, en tant que propriétaire, avec la nue propriété, vous ne touchez rien du tout. Et donc, ce bien-là, imaginons de 500 000 euros, qui est démembré, moi, en tant que nu propriétaire, dans ma base taxable à ce nouvel impôt sur la fortune, je ne mets plus 100% du bien, mais je mets... Alors, la valorisation, elle se fait en fonction du temps du démembrement, mais par exemple, le plus commun, c'est un démembrement sur 10 ans. Eh bien, si vous démembrez sur 10 ans, il y aura 60% de la valeur du bien qui sera pour le propriétaire, le nu propriétaire, qui devra donc déclarer 60% de la valeur du bien aux impôts. Et hop, donc 40%. Et 40% pour l'usufruitier. En En général, les gros patrimoines, ceux qui n'ont pas besoin d'argent, mais qui veulent se construire un patrimoine et avoir des revenus futurs, utilisent ce système et cherchent à acheter beaucoup de biens en nue propriété. En revanche, l'usufruit, c'est plutôt pour les gens qui cherchent à avoir des revenus qui sont faiblement imposés à l'IR.
Et voilà, donc c'est deux profils différents. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que... Allez, on finit là-dessus. On finit là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question de savoir si les SCPI allaient être concernés par l'IFI. La réponse est oui. Que oui. Oui. Et donc, vous allez me démembrer une SCPI, c'est ça? Oui, parce que ça, pour le coup, c'est très facile. Parce que quand vous achetez une part de SCPI, donc la pierre papier, de la pierre papier, donc une part d'un patrimoine immobilier qui est géré par des professionnels, quand vous achetez une SCPI, vous pouvez choisir d'acheter la nue propriété ou l'usufruit ou les deux. Et donc là, il vaut mieux acheter la nue propriété. Selon votre profil fiscal. Si vous êtes très riche, ce qui est peut-être votre cas, peut-être qu'il vaut mieux acheter la nue propriété. Et donc, si j'achète de la nue propriété, ça ne rentrera qu'à hauteur de 60%, la part que j'aurai achetée dans l'assiette taxable de l'ISF. Vous avez pour un portefeuille de 500 000 € de part de SCPI qui vient de s'ajouter à, par exemple, un immeuble à Paris, on atteint vite les 600 000, 700 000 €, eh bien vous pouvez avoir intérêt à vous dire, moi je n'ai pas besoin de revenus aujourd'hui, je me cherche plutôt des revenus pour après, quand je serai à la retraite. Donc aujourd'hui, je veux être propriétaire parce que voilà, je me construis un patrimoine, et puis plus tard, j'aurai l'usufruit. Et en attendant, je déclare. Qu'est-ce qu'on fait sa nue propriété à terme quand on achète des parts de SCPI démembrées, on achète uniquement la nue propriété, on en fait quoi au bout de 10 ans? Mais la nue propriété, on la garde. Ce qu'on récupère, c'est l'usufruit. C'est-à-dire que le démembrement... Sur une SCPI, comment est-ce qu'on récupère un usufruit sur une part de SCPI? L'usufruit s'éteint et vous récupérez l'usufruit. C'est-à-dire que le démembrement, il est sur une durée. Sur la durée, c'est à l'échéance. C'est à l'échéance. Donc voilà, vous récupérez l'usufruit ou pas. Les SCPI peuvent se revendre très facilement. Donc on n'est pas dans la même configuration qu'avec un immeuble haussmannien à Paris qui peut présenter plus de difficultés à la revente. Votre fameux immeuble haussmannien. Merci à vous, en tout cas c'est très clair. Il y a des astuces, on le voit bien, totalement légales pour contourner un peu, pour échapper donc à ce nouvel impôt sur la fortune, l'IFI, qui donc va frapper tous les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d'euros. Merci à vous, Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Bye.